Il a pour ambition de révolutionner la com des entreprises en rendant la vidéo accessible. Il part de rien en 2019 quand il lance Com. Moi, je croyais que ça se disait Keum au début avec les trémas, mais non, c'est Com. Juste une grande audace au départ, une envie folle de réussir, de faire du bruit, de pas avoir le même parcours que tout le monde. Ça, c'est viscéral. Et accessoirement, vous aidez, vous et nous, notre entreprise, à être visible et à avoir du contenu de qualité. En parlant de qualité, il en a beaucoup, l'animal. J'ai beau me rassurer en me disant qu'il n'a pas eu que des succès, il a fait quelques fails, il a planté des boîtes, il a fait un peu de bad buzz, mais je dois avouer que le personnage que j'ai en face de moi a plus de qualité que de défauts. Un physique de dingue déjà, à rendre emblème toutes les nanas du marketing qui ont pu passer pas loin de lui chez Equiden ou Innovation Leaders. Il a monté un paquet de boîtes, il est successful dans le business et dans la vie, il est sportif, il est créatif, il est travailleur, fédérateur, bien entouré, bien connecté, résilient, parfois visionnaire. Et en tout cas, c'est ce que les réseaux sociaux nous laissent à penser, donc c'est sûrement vrai. Non ? En tout cas, je vous propose d'aller creuser un peu tout ça et de vérifier ce qui se passe dans ce personnage, aux nombreuses qualités, mais creuser aussi surtout la mécanique du succès. Il a craqué beaucoup de sujets dans la com. Il sait prendre des risques, il sait faire du bruit, il sait se rendre désirable. Il sait comment monétiser aussi une audience, et je trouve que ce qu'il fait pour lui, à titre perso, ce qu'il fait pour Com, moi, ça me donne envie de creuser et voir un peu comment il pourrait nous aider à tous nous améliorer individuellement ou au niveau de la boîte. Donc, pas mal de sujets à creuser. Salut Harold, merci d'être avec nous. Hello, merci à toi pour cette introduction de feu, vraiment, bon, c'est adorable. Merci d'être là au micro d'Innovation Leaders. Il y a pas mal de proches qui sont passés à ce micro. Je pense à Olivier Ramel, je pense à Oussama Hamar, je pense à Arthur Aubeuf, à Louis Marty aussi. Ah oui, d'accord. William Eldin, on en parlait aussi. Pas mal d'autres sûrement dans les quelques invités. On a 2 points communs, toi et moi. Déjà, un qui aurait pu être commun, c'est le fait que mes parents voulaient m'appeler Harold. Et depuis tout petit, j'ai ce Harold en tête en me disant, mais j'aurais pu... J'avais toujours trouvé ce prénom pas hyper séduisant jusqu'à ce que je te croise. Et là, tu m'as fait changer d'avis sur ce prénom. Et je me suis dit, et finalement, pas si mal ce prénom. Deuxième chose, j'ai mon aîné, mon fils, qui s'appelle Com. Et voilà, j'avais pas fait le lien avec Com jusqu'au moment où je réalise que Keum n'était pas Keum, mais Com. Et donc, deuxième point commun. Mais j'arrête de parler, je te passe la main. On va parler de ton parcours et de l'univers dans lequel tu as grandi, et j'aimerais bien que tu me racontes ton parcours avant ta vie pro et que tu m'expliques d'où vient ce gène de l'entrepreneuriat que tu as. Est-ce que c'est un environnement familial qui te l'a donné, tu avais des exemples ou est-ce que c'est entre potes, parce que très tôt, avec Olivier notamment ou autre, vous vous êtes lancé dans des projets qui ont été pris au sérieux, dans lesquels vous êtes lancé, et je me demande d'où vient cette fibre entrepreneuriale. Écoute, c'est une vaste question. C'est plutôt le scénario 2. J'ai pas forcément grandi dans un environnement entrepreneurial. Mes parents ont été salariés. Mon père a fait sa carrière et est encore actuellement en train de bosser dans une grande entreprise et a fait plus de 30 ans de carrière, tu vois, dans la boîte. Donc c'est pas forcément le gène entrepreneurial de famille. Quoique, tu vois, en le disant, j'ai mon grand-père qui avait monté une boîte dans les cartons et qui avait super bien marché. Peut-être que, tu vois, inconsciemment, en fait, ça, il y a un truc, peut-être. Mais en tout cas, voilà, mes parents proches, pas nécessairement cette culture entrepreneuriale. Par contre, un écosystème, un environnement exceptionnel pour grandir et pour s'épanouir, parce que depuis toujours, je suis ultra proche de ma famille. On a un lien qui est particulier. Tu vois, je vois mes parents tous les dimanches. Littéralement tous les dimanches, je vois mes parents depuis toujours. C'est vraiment un truc qui est hyper important pour moi, et qui a construit la personne que je suis aujourd'hui, je pense, et qui, je pense, transpire dans la manière dont j'ai entrepris et dont j'entreprends aujourd'hui, dans la manière dont je manage mes équipes, dans la manière dont j'ai envie de voir ma boîte, tu vois, évoluer. Mais bref, pour t'expliquer, donc voilà, environnement familial incroyable. Les mêmes amis depuis toujours, t'as cité Olivier Ramel notamment, qui est encore un de mes meilleurs potes depuis plus de 20 piges maintenant, et une belle bande de potes avec qui on est soudés depuis un peu toujours. Et écoute, j'ai fait une école de commerce en 5 ans, si je te parle un petit peu de l'avant-entrepreneuriat, qui m'a pas forcément... l'école en elle-même était top, mais les études n'étaient pas ce qui me plaisait le plus, on va dire. Tu vois, j'étais plutôt en mode dernier de la classe, à foutre un peu le bordel, à être toujours le pitre. Mais pour autant, j'arrivais à me démerder pour pouvoir avoir les notes nécessaires pour pouvoir passer d'une année à une autre. Donc voilà, et je pense que ça a été des années durant lesquelles je me suis vachement construit, parce que tu vois, j'en parle beaucoup avec des potes à moi qui ont à l'inverse fait plein d'études, tu vois, des écoles d'ingé, etc., qui ont un peu mis en
entre parenthèses leur vie pendant 2-3 ans pendant leur prépa, pendant que moi en fait je faisais un peu de un peu de bêtises, je sortais, j'ai essayé de comprendre ce qu'était vraiment la vie, tu vois. Et j'ai l'impression que ça a été un truc qui a été vachement formateur pour moi, jusqu'à, et comme ça me permet de donner la transition sur le démarrage de l'entrepreneuriat, ma 3e année d'école de commerce, où je suis moyen, mais je rencontre un prof qui s'appelle Olivier Giacomin, tu vois, je me rappelle encore, qui me dit Harold, arrête de faire le con. Tu caches derrière cette espèce de fausse image un mec qui a envie de se lancer, qui a envie de faire des choses et qui a du talent. Et d'entendre ça d'une personne totalement extérieure, tu vois, ta famille qui te dit toujours que t'es le plus beau, le plus fort, bon, qui n'entend pas de la même qui n'entend pas de la même manière. Et vraiment, ça m'a, tu vois, je me rappelle que ça m'a mis vraiment une gifle où je me suis dit, putain, mais en fait, il a peut-être raison. Il faut peut-être que je commence à me sortir un peu les doigts, que je change, que j'évolue et que je me lance. Se lancer, c'est pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais il s'avère que lui est prof dans l'écosystème, dans le master entrepreneurial. Et là, il me met cette gifle où je me dis, ok, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de tester quelque chose. Et je décide de lancer ma toute première structure à 23 ans avec Olivier Ramel, qui s'appelait ILO et qui a été ma toute première. Et ILO, alors pour la petite histoire, c'est un contre-pied parce qu'à l'époque, c'était le boom des boissons énergisantes. Ouais. Vous vous lancez dans une boisson apaisante. Projet assez sérieux parce que vous travaillez avec un labo, vous déposez des brevets ou un brevet en tout cas. Projet qui n'a pas eu le succès que vous imaginiez, mais qui vous a quand même permis de découvrir les galères administratives, juridiques, de lancer une structure, de distribuer un premier produit. Finalement, ça n'a pas été le succès escompté, mais vous revendez quand même la boîte, mais pas de quoi prendre sa retraite malheureusement. Non. Tu te relances derrière dans d'autres projets, je pense à Mozi notamment, qui n'a pas été le succès non plus que tu voulais, mais qui t'a donné qui t'a un peu plus tanné le cuir et qui a été une vraie expérience en termes d'association. Bon, t'as perdu un peu d'argent, un peu de temps. Mais ça t'a pas dégoûté pour autant de l'entrepreneuriat. Et je trouve que c'est là que ça devient intéressant parce qu'après plusieurs petits projets, la fin de tes études, là, tu te retrouves dans un environnement hyper porteur. Je pense à The Family, où tu es entouré de types hyper inspirants comme Oussama Ammar et c'était les grandes années. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je disais que tu viens de nulle part, entre guillemets, parce que tu as une famille pas entrepreneuriale, mais tu t'es retrouvé dans un univers hyper stimulant. Et je me demande comment tu t'es retrouvé à l'endroit où il fallait, avec cette communauté entrepreneuriale, et c'était en 2019 à peu près, ces années-là, 18-19, d'ailleurs plus 18 que 19 peut-être. Comment tu rencontres ces gens-là et comment tu te retrouves dans cet univers-là, sachant que tu l'as pas vu juste en spectateur comme un élève de l'école Lyon ou autre, tu l'as vu en mode à côtoyer ces gens et finalement à être embarqué dans tes projets entrepreneuriaux, et c'est là où tu as lancé Tatami. Mais voilà, juste avant de parler de Tatami, comment tu te retrouves dans cet univers avec ces gens brillants? Bah écoute, c'est donc à travers la boîte qu'on a lancée encore avec Olivier qui s'appelait Tatami, qui fait que physiquement et au niveau de l'écosystème j'ai pu être gravité avec les gens de The Family. La raison pour laquelle j'ai réussi à aller à The Family, c'est aussi grâce à Olivier, puisque Olivier avait monté Kimono, donc sa structure juste avant, un peu de temps juste avant exactement, et il avait monté cette boîte avec Alice Aguirre, donc l'ex-CEO de The Family, et parce que Olive est mon pote, parce que j'ai envie d'intégrer cet écosystème, je lui demande de me faire les intros nécessaires avec Alice et avec Oussama pour pouvoir discuter d'un projet que je souhaitais lancer, qui était en l'occurrence donc Tatami, un cabinet de recrutement assez sexy, on va dire, dans la com, dans la forme. Et c'est comme ça que j'ai réussi à pénétrer cet écosystème. Mais je pense que derrière ça, plus que de se dire là que c'est un pote qui fait une intro, c'est plus, je pense, le découlé tu vois, d'une mentalité que j'ai depuis un peu toujours, d'être fidèle avec mes potes, d'être fidèle avec ma famille, d'être fidèle avec ma chérie, d'être fidèle avec mon environnement, qui fait que je pense au moment où ça doit arriver, on te fait les bonnes connexions, on te fait les bonnes passes, et ça marche parce que t'as cette historique et ce passif d'un mec qui est droit, qui est carré et qui est droit dans ses bottes. Je te dis pas que j'ai tout fait parfaitement, loin de là. Mais avec honnêteté. Avec honnêteté et ouais. Et sans trop d'opportunisme, tu vois. Et je pense que des intros, t'en as toute ta vie, mais que ça convertit plus ou moins en fonction de ce critère, du fait que tu sois quelqu'un d'entier ou pas. Je parle là plutôt des bons côtés, et tu verras que je vais aussi dire de tout ce que je fais très mal, et il y en a une belle, enfin voilà, un gros montant de ça. Mais voilà, là, pour répondre à ta question, je me fais une intro, je rencontre Oussama, j'ai eu un coup de cœur en plus pour ce mec qui est, je trouve, absolument exceptionnel, indépendamment des histoires là qu'on peut entendre, mais voilà, vraiment le fond de ce qu'il peut dire, de la manière dont il
éduquer les gens au sens large du terme, parce que ces formations, ces vidéos que tu as vues sur YouTube, je pense que ça a dû t'inspirer, tu vois. Et donc en tout cas, je me retrouve dans cet écosystème et j'apprends, je comprends ce qui est réellement l'entrepreneuriat, puisqu'on a parlé rapidement d'Ilo en 2 secondes. Donc la première boîte qu'on a revendue, donc qui est quand même un succès en soi, même si c'est pas des millions, loin de là, mais qui a pas été aussi formateur, je pense, que tu vois Tatami ou Com, ma boîte actuelle, l'ont été, parce que Ilo, il y a eu beaucoup de facteurs chance, beaucoup d'insouciance, beaucoup de naïveté dans la manière dont on a entrepris, qui a été d'ailleurs très formateur, mais qui était pas aussi violent que les boîtes comme Tatami et Com l'ont été. Donc c'est quand je me suis retrouvé à The Family avec tous les entrepreneurs où ça fusait dans tous les sens que j'ai vraiment compris ce qu'était le vrai entrepreneuriat. Et voilà. Et d'ailleurs, en parlant, enfin, dans cet univers j'ai vu que tu avais été en 2018 aussi investisseur de PayFit. Ouais. C'était quand même une sacrée opportunité aussi. Et c'est par ce biais-là, dans cet écosystème, au moment où les PayFit se lançaient, parce que c'était pas loin d'être le début pour eux. Ouais. C'était je me rappelle, c'était les véhicules. On appelait ça des véhicules de The Family. Qui, enfin, en gros, The Family permettait, c'est ça, de pouvoir investir dans des bons coups. J'ai fait moitié-moitié, parce que j'avais pas encore énormément d'argent. J'avais mis 5 000 euros chez PayFit, alors que le ticket minimum était de 10 000. On a partagé l'investissement avec Olive, et c'était, je crois, mon tout premier investissement, quoique mon tout premier c'était Enovap, une cigarette électronique qui s'est cassé la gueule. Non, c'est pas tout, malheureusement, mais là, PayFit, c'était un bon cheval pour le coup. PayFit, c'était plutôt cool. Alors, c'était en série B, je crois, si je dis pas de bêtises, donc déjà le but sera pas non plus dedans, mais c'était cool, et c'est génial de pouvoir le mettre sur LinkedIn aussi. Bon. Et donc toi, Tatami, c'est là où je t'ai rencontré, parce que moi j'étais dans le recrutement depuis tout le temps, et j'avais été vachement séduit par l'univers graphique de la marque, qui se rapprochait, je trouve, de l'identité graphique assez marquée de The Family, en règle générale. J'aime bien aimer le nom, j'ai bien aimé le branding. Ça aurait pu marcher, parce que je me rappelle qu'à l'époque, des boîtes comme Akimbo aujourd'hui, comme Iconoclast, peut-être Rocket School aussi, s'étaient lancées. Il y avait un vrai boom et un vrai besoin de business dev. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné comme tu le voulais, ce projet-là ? Bah en fait, ça fonctionnait plutôt bien. Je pense que donc tu connais bien l'univers du recrutement, c'est quand même relativement rentable quand ça tourne. T'as pas forcément besoin, et il y avait pas l'envie de créer une boîte avec des centaines d'employés, plus que d'avoir une entreprise qui fonctionne bien, qui nous permette de pouvoir créer un écosystème aussi qui nous va bien et qui nous permettrait demain d'entreprendre avec plus de facilité, parce que quand t'as un beau réseau d'entrepreneurs dans ton écosystème, c'est toujours cool. C'est simplement que ça correspondait plus forcément à ce dont j'avais réellement envie, moi, Harold, qui était le CEO de Tatami. J'avais fait donc 2 ans dans un cabinet de recrutement en salariat. Je remonte pendant 1 an et demi Tatami. Donc au bout de 3 ans et demi, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour, même si Tatami, effectivement, l'histoire est trop cool. On n'a pas réinventé la roue en soi, mais on avait storytellé la marque et le recrutement avec un univers qui était assez cool. Sponsorisé à l'époque par des Oussama, ou enfin relayé par des Oussama, par des Olivier et autres, c'était un lancement en grande pompe, quoi. Que tout de fou. Ne pouvait pas se permettre. Clairement. Juste, je pense que mon trait de caractère, qui est un trait de caractère un peu velléitaire, où je pars à droite à gauche, très rapidement, je me lasse des choses et j'ai besoin de nouveautés. C'est une force parfois, c'est un inconvénient d'autres fois. Mais là, il s'avérait qu'il y avait un moment où je me disais, ça me suffisait pas en fait, et j'avais envie de lancer une muse, donc une boîte à côté qui me permette de pouvoir trouver mon point d'épanouissement un peu plus créatif, tu vois. Et donc cette muse c'est Com. Qui est arrivé comment ? Parce que là, pour le coup, tu t'es mis en mode agence. Ouais. Alors que tu étais entouré de gens qui parlaient de SaaS toute la journée, ça aurait pu être un axe. Et je crois que tu connaissais rien en vidéo. Ouais. Comment ça vient, ça ? Bah alors le côté service, c'est que je pense que ça correspond beaucoup plus à mon trait de caractère, je suis relativement impatient, donc le fait de bosser, tu vois, une R&D, un logiciel, un outil pendant des mois avant de le lancer, c'est un truc ton horizon de temps correspond pas forcément à mon caractère, qui est plutôt dès demain, si j'ai une idée, faut que le lendemain ça se lance. Donc le service collait bien. Et pourquoi la vidéo ? Parce que je suis dans l'écosystème de The Family, comme tu l'as dit, des entrepreneurs partout, tous les jours, et beaucoup d'entre eux m'ont, à moi et à tous les autres entrepreneurs, partagé le fait que ils avaient l'envie de créer des contenus vidéo,
Il y a 4 ans, la vidéo, c'était alors déjà en plein boom, mais ça avait vraiment son point de différenciation. Simplement, les agences coûtent extrêmement cher. C'est pas un modèle qui est adapté à des entrepreneurs qui se lancent un peu en mode bricole et bootstrap et qui ont besoin d'avoir des offres qui sont adaptées à leur lancement de projet. Et pour autant, la vidéo leur permettrait de pouvoir faire une différence de ouf sur leur industrie et leur écosystème. Et donc, du coup, d'un postulat assez simple, je me suis dit, comment est-ce qu'on arrive à avoir une offre qui est accessible pour ces entrepreneurs? Je me rappelle même avant même de penser à Com, m'être dit, ce serait cool d'avoir une offre à 1 000 euros. C'était même pas, tu vois, un prix qui correspondait à un business model, à des points de rentabilité, plus qu'un prix marketing et de communication. Tu vas te dire 1 000 euros, le truc qui colle bien. Et de là, je tire un peu le fil en me disant, est-ce que ça pourrait pas être cool de mettre en relation des freelances avec des porteurs de projets. Je regardais et je voyais que les points de marge étaient quand même trop faibles, parce que déjà 1 000 euros pour un freelance c'est pas très cher, donc j'arriverais pas à trouver mon point de rentabilité sur cette mise en relation. Donc je me suis dit, comment est-ce qu'on arrive à pouvoir avoir une offre à 1 000 euros sur lequel on dégage un peu d'argent. Et le constat un peu évident, c'est de se dire qu'en fait on allait co-construire la vidéo avec les porteurs de projets. Je te donne des exemples très simples. Plutôt que de louer un lieu qui coûte vite 1 500 € pour pouvoir tourner une vidéo, c'est le porteur de projet qui va dépanner son appart. Plutôt que de payer des figurants, c'est les potes. Plutôt que d'acheter du set design, de la décoration, en fait c'est l'entrepreneur qui se démerde pour trouver des trucs à droite à gauche. Et donc en fait de trouver et d'identifier des lignes de coûts qu'on peut réduire parce que l'entrepreneur met la main à la pâte. Donc l'entrepreneur passe du temps mais paye moins cher. Et nous on arrive à trouver un point de rentabilité. Donc ça c'est un peu le constat que je me fais et l'idée que j'en ai. J'essaie de m'associer rapidement parce qu'effectivement je ne connais absolument rien à la technique pour le coup. C'est quand même génial d'oser se lancer dans un truc dans lequel on connaît rien en se disant on va apprendre et on va être légitime. Ouais, et puis alors si j'avais pas trouvé la bonne personne, potentiellement Com n'aurait jamais existé parce que j'aurais pas pu me lancer, tu vois. Effectivement, Florent est arrivé. Tu l'as croisé comment lui, Florent Vinouz? Alors j'avais fait une story sur Insta en mode je cherche un associé pour lancer une muse, etc., qui vient de l'environnement et de l'écosystème de l'audiovisuel. J'ai rencontré pas mal de personnes, soit ça fitait humainement et pas forcément en termes de vision, soit l'inverse, et jusqu'à rencontrer Flo. Et c'est où j'ai l'impression que c'était comme si c'était hier, mais je vois sa tête arriver dans un écosystème qui est The Family. Lui, c'est un mec, donc Flo a 40 ans, il a fait pendant 20 ans tous les métiers du monde liés à l'audiovisuel, en freelance, en salarié, mais l'environnement de l'entrepreneuriat, c'est un truc qu'il ne connaît pas le moins du monde. Donc je me rappelle il était intéressé par le truc. Il voulait dans la démarche monter un truc. Quand on s'est rencontrés, il m'a dit c'est vraiment le moment où j'ai envie de passer une étape. J'ai 40 ans, j'ai été freelance, c'est pas forcément le plus stable et forcément, je pense qu'après 20 ans, tu te dis OK, moi aussi j'ai envie de monter ma propre boîte. Et donc il s'avère que le fait de le contacter à ce moment-là correspondait bien à sa temporalité et au moment où il avait envie de se lancer. Et donc on échange, on discute et un peu comme ça on se dit est-ce que t'es chaud, on se lance, on teste, je lui parle du modèle, il le challenge un peu et puis avec cette insouciance on se dit let's go se lancer. Et c'est de là que Com est né entre nous. Pas sur le papier, pas juridiquement. Absolument. Le classique, on a mis 3-4 mois avant de créer la structure juridique, mais on se donne ce constat et l'autre constat qu'on se dit, et là ça a été un très bon move pour Com, c'est de se dire plutôt que de promouvoir nos services avec de la prospection, avec des écrits, on s'est dit viens on applique précisément ce qu'on allait proposer à nos clients pour nous-mêmes. Donc on a fait une vidéo dans les mêmes conditions que ce qu'on allait proposer à nos clients, un truc qui dure une demi-journée, avec pas trop de budget, un peu à l'arrache avec des imperfections, mais en gardant les traits de caractère importants. C'est l'humour qui est pour nous un fondamental, parce que Flo c'est dans son trait de caractère, moi aussi. Okay. Et parce que l'humour est un truc universel qui marche avec la start-up, la PME, le grand groupe, c'est un truc qui fonctionne. Et faire des contenus qui sont courts et qui sont dans les codes de ce qu'attendent les gens, c'est-à-dire un contenu court, une accroche qui est très marquante, ce qu'on appelle le scroll stopper, c'est comment est-ce que dans une infinie de contenu que tu vois tous les jours, t'arrives à capter l'attention des premières secondes. Et donc on le fait pour nous. Et la vidéo marche bien, vraiment, elle est gaulerie, elle fonctionne bien, le message gros reach, passe. Je crois, ça ressemble à quoi les vidéos reach stats? Énorme, sur Insta, etc., là où on avait déjà une petite audience respective, ça fait quelques centaines ou milliers de vues, pas énorme, mais là où en fait ça explose, c'est sur LinkedIn. Pari un peu fou parce que moi LinkedIn j'avais exactement 21 abonnés, j'avais posté une fois en mode je cherche mon stage de fin d'études tu vois en CM2B et donc en fait on se dit viens on balance la vidéo sur LinkedIn. On tente, ça n'existe pas, on sait jamais. Exactement, et puis c'est un truc qui est tellement corpo que potentiellement ça peut mettre un petit coup de fraîcheur et au pire on se fait un peu démonter et c'est pas très grave. Et en fait on balance la vidéo et là ça fait je crois 300 000 vues il y a 4 ans.
Et la vue LinkedIn, tu la connais, je pense, c'est une vue qui est quand même très qualifiée, qui est un équivalent. Souvent, je dis que tu vois que 300 000 vues sur LinkedIn, c'est peut-être un équivalent d'1 million sur YouTube. Tu vois, c'est un truc que je me dis moi peut-être pour me rassurer. Louche, quoi, voilà. Et à la louche, mais donc voilà, il s'avère que ça marche vraiment bien. Ça ressemble à ta cible en plus business parce que toi tu cherches le corporate ou la startup qui sont là. Exactement. Et comment t'expliques ce reach? Est-ce que c'est la vidéo qui détonnait? Est-ce que c'est, je sais pas. Je pense que c'est honnêtement c'est un peu de tout. Je pense que la vidéo était vraiment parfaitement construite. Avec beaucoup d'effets. C'est celle-là. Il y avait pas d'effets. Tant d'effets que ça. Ou alors les effets que tu vois toi sont peut-être très visuels, mais au final en termes d'effort, de post-prod, c'est assez léger, tu vois. Mais je pense qu'elle répondait bien à tous les critères et surtout le bon mot c'était LinkedIn. Encore une fois, on parle tellement de stages, de trucs, de machin, de trucs assez corpo que t'as un moment où t'as un truc où t'as un mec face cam qui était à moitié à Walou dans la rue parce que c'était le scroll stopper arrive sur ton feed. Bon bah ça capte un peu l'attention, tu vois. Donc je pense que ça c'était disruptif et une com qu'on n'avait pas forcément beaucoup vu. Et c'est marrant parce que ce contenu que t'as fait a généré des leads. Oui. Au-delà de générer de la visibilité et peut-être de la notoriété, il y a vraiment eu un effet business dev avec cette vidéo. Et pendant quelques temps, t'as pas eu à recruter et à faire du business développement parce que tes vidéos parlaient par elles-mêmes. Tu peux nous donner un peu le retour en termes de lead que ça a représenté, cette vidéo et ce lancement? On a eu littéralement, je pense, une 50aine de demandes dans le mois qui a suivi le post de cette vidéo, ce qui est juste fou. Alors 50 demandes, c'est pas 50 clients convertis, mais ça fait quand même un volume de leads assez vénère. Ça nous a permis de mettre la main à la pâte directe et on a tout de suite compris que notre force avec Home, ce sera de communiquer sur nous avec cette vibe humoristique et en incarnant la structure, puisque le fait d'avoir pris la parole face caméra, donc c'était moi qui étais face cam, on s'est rendu compte que ça humanisait quand même pas mal la boîte, que ça permettait de mettre un visage derrière une structure et donc ça rendait notre offre un peu plus humaine que tu vois d'autres agences sur lesquelles tu sais pas vraiment avec qui tu vas passer. Exactement. Et donc ça a été un bon hack. Et le fait de créer des contenus un peu dans la même vibe que nous, bah ça fonctionnait aussi pour nos clients sur les réseaux. Et comme ils étaient plutôt relativement contents, bah ils nous mettaient en avant, ils nous faisaient des recommandations. Et ce qui fait qu'en fait, jusqu'à il y a même pas 3 mois, donc 4 ans après, on n'a jamais eu de commerciaux. Ça n'a été exclusivement qu'une stratégie d'inbound marketing, donc créer du contenu sur soi, sur nos clients et bénéficier de la rayonnance de ces contenus pour pouvoir générer du business. Donc voilà. Et les canaux utilisés, c'est resté LinkedIn ou t'as eu d'autres? Non, c'est devenu. Alors ça a été LinkedIn à 100%, je pense, les 3 premières années. Ça fait 1 an qu'on est en train d'identifier d'autres leviers comme YouTube, sur lequel il y a, je pense, un beau potentiel en B2B qui est en train d'apparaître. On a essayé sur TikTok, sur Insta, un peu plus évident. On essaye d'identifier les nouveaux canaux qui seront le nouveau LinkedIn potentiellement de demain, sur lequel on aimerait arriver en précurseur pour pouvoir se positionner correctement, parce que tu vois là, le fait d'avoir commencé sur LinkedIn assez tôt, ça nous a permis tout de suite de cranter avec une belle communauté sans trop d'efforts entre guillemets, et ça c'est une force qui est assez dingue, parce que tu vois des agences qui se lancent aujourd'hui, LinkedIn c'est plus la même chose qu'il y a 4 ans, il y a beaucoup de monde, c'est beaucoup plus dur de faire la différence. Bah nous on a réussi à instaurer un truc exactement. Donc voilà, c'est quoi les autres canaux? Des Twitch ou Alors Twitch, je pense que c'est encore un chouille trop précurseur et ça coûte très cher. Donc d'évangéliser ce marché, je parle dans l'écosystème B2B, ça voudrait dire beaucoup de temps, d'efforts financiers, et je pense qu'on ira, mais potentiellement dans 6 mois ou 1 an, c'est ce qu'on s'est dit avec les équipes. Ça se trouve, ce sera plus tard. Il y a aussi Pinterest qu'on avait regardé un petit peu, qui est en train de bien évoluer, de bien bouger. Ah bon, parce que c'est assez. Moi, je l'utilise beaucoup à titre perso pour la partie graphisme et inspiration graphique, mais vidéo, en fait, t'as des micro-contenus vidéo, et quand tu cliques sur une vidéo, bah tu sais, ça te réépingle, ou en tout cas ça te repropose plein d'autres contenus qui sont un peu similaires à celui sur lequel t'as cliqué, et c'est intéressant de creuser, mais tu vois, il faut de toute façon se faire mal psychologiquement entre guillemets, de se dire, je sais qu'en l'état le réseau n'est pas idéal pour mon écosystème, mais est-ce qu'il y a un potentiel demain à développer, à ce que le réseau social se développe et aille dans le bon sens de mon développement. Et tu vois, c'est comme, je pensais à Louis Marty dont tu as parlé au début du podcast, qui est allé sur TikTok en précurseur. Tout le monde lui disait, mais tu vas sur sur une plateforme sur laquelle il y a que des gens de 12 ans, c'est pas du tout sa cible, pourquoi t'y vas? Et il a, je pense, eu le bon feeling de se dire, j'y vais maintenant, il y a un algo de dingue, c'est en train d'exploser, je me positionne, et il a
tout casser sur TikTok et ça lui a permis de la même manière que pour nous sur LinkedIn de cranter tout de suite avec une super grosse communauté quand maintenant c'est plus dur de il est très Gen Z, donc ça correspondait un peu mieux, même si c'était un peu jeune. Ouais. Mais et quand tu dis que ça coûte cher, par exemple sur Twitch, moi qui n'ai pas ton niveau d'expertise, ça veut dire quoi ça coûte cher? Qu'est-ce que tu dois payer pour essayer de te rendre visible sur une plateforme comme celle-là? Bah déjà c'est du live, donc quand tu dis que c'est du live, c'est que tu peux pas industrialiser un max de contenu. À l'inverse, quand tu vois nous on fait des podcasts, on peut te sortir 10 épisodes en une journée parce qu'on va industrialiser. Donc du coup tu fais de l'économie d'échelle forcément. Sur un Twitch tu peux moins le faire puisque c'est du live. Si tu veux différencier, il faut faire des trucs qui sont quand même relativement esthétiques puisque c'est je pense que c'est ce qu'attendent les internautes qui sont sur cette plateforme. Donc de l'esthétique ça coûte de l'argent et pour faire un live. Après, on s'entend sur la qualité que toi t'imagines, mais nous on essaie de faire des trucs qui sont relativement bien chiadés, parce que c'est notre métier. Bah, ça veut dire une équipe assez grosse pour pouvoir gérer ce direct. Et encore une fois, comme tu peux pas l'industrialiser, ça veut dire que systématiquement, ouais. Donc tout de suite c'est des. Alors nous c'est du coup interne, donc c'est pas du cash burn tu vois en l'état, mais par contre bah c'est des ressources humaines que tu ne mets pas sur d'autres sujets comme des projets sur clients, tu vois. Donc ça coûte de l'argent, du temps, mais Twitch, je pense qu'il faut regarder ça de très très près parce qu'il y a un moment où ça va être le bon moment d'y aller, en tout cas dans le B2B. Être à bord. Ouais, absolument. Je reviens sur le lancement de Com parce que tu as pris un méga risque et je sais pas si tu en avais parlé aux entrepreneurs qui étaient autour de toi, mais quand on casse les prix comme ça, on peut... Enfin, 1000 balles, je sais même pas ce que tu finances. Alors, comme tu dis, tu étais en mode bootstrap, on utilisait les apparts et autres, mais ces vidéos-là, aujourd'hui, elles sont difficilement en dessous de 5 ou 6 000 pour une vidéo de lancement de quelques secondes, sans gros moyens. Toi, tu as décidé d'arriver en cassant le marché. Pourtant, aujourd'hui, Com est né avec un positionnement un peu la petite agence sympa qui va vous faire du contenu accessible. C'est pas le positionnement que tu as aujourd'hui, avec un positionnement plus quali, avec des clients peut-être un peu plus corporate, et tu vas chercher des chiffres aujourd'hui plus importants. Comment tu t'y es pris pour pas être englué? Alors peut-être que c'est le cas, je sais pas, mais pour te sortir de l'image de la boîte cheap, accessible pour la startup qui se lance et qui a pas un rond. Et comment tu step up et tu sors de cette étiquette-là? Bah écoute, ça a été hyper compliqué. En fait, je ne pensais pas que Com allait prendre cette ampleur. En tout cas, c'est à mon échelle, c'est exceptionnel et j'en suis super content. Et Flo aussi. Donc voilà, on pensait pas que ça allait grossir autant. Donc on n'avait pas anticipé le fait de se dire que cette offre qui est très alléchante, qui est un peu une évidence quand t'as une stratégie par le prix, c'est un peu l'évidence, tout le monde peut le faire. Tu vois que ça marche. Pas autant en tout cas. Ouais. Et donc quand ça a bien fonctionné et qu'on a vu l'effort qu'on mettait, et notamment Flo parce que c'est lui qui faisait tout le tournage, en fait, on sentait bien que dans la durée, c'était impossible de tenir cette cadence. Par contre, ça nous a permis à un lancement de tout de suite faire un peu de bruit et voilà, c'est ça, un peu et d'être identifié dans cette quand même océan rouge, parce que t'as quand même un max d'agences vidéo qui existaient. Mais en tout cas, de faire notre petite coup de com qui nous permettent de pouvoir sortir un peu la tête de l'eau. Par contre, effectivement, d'être attaché à cette offre à 1000 €, ça a été hyper complexe parce que aujourd'hui encore, 4 ans après, on a encore des gens qui nous disent et alors l'offre à 1000 €, c'est où, pourquoi, comment? Donc tu vois, on a encore cet historique et ce passif qui nous colle à la peau, et je le dis pas de manière péjorative parce que ça correspondait parfaitement au moment de vie de Com à un lancement. Maintenant, ça correspond moins à notre business model et comment est-ce qu'on a fait pour se détacher un petit peu de cette offre? Ça a été d'être patient. Parce que tu peux pas dire à tes clients je passe de 1000 à 100 000 du jour au lendemain sans aucune explication. Donc on savait qu'on allait augmenter nos prix de manière transitoire et smooth. Tu vois, on a proposé des offres à 2000, puis à 4000, puis à 10 000, puis à 25. Donc tu vois, ça s'est fait dans le temps. Ça nous a aussi nécessité de montrer la différence entre une vidéo à 1000 € et une vidéo à 5000. Et donc du coup, de mettre énormément d'efforts dans des vidéos à 5000 pour essayer de créer une différence assez notable, tu vois, entre l'offre à 1000 € et à 5000. Donc, ce qui est chiant, c'est que, même sur celle à 5000, on surinvestissait un peu trop, donc nos points de marge étaient pas, toujours pas ouf, jusqu'à réussir petit à petit à avoir des personnes qui nous font confiance. Louis Marty en a fait partie, a été, sur la partie Spot TV notamment, absolument. qui a été un step ça a été important pour vous. ça a été un des moments phares de l'évolution de Com. Donc, en 2 secondes, mais, Louis Marty, au bout de 1 an et demi, je crois, de Com, où notre panier moyen aux alentours de 4-5 000 €, me dit, Harold, j'ai mon premier spot télé pour Merci Andy. On est pendant la période du Covid. Merci Andy, c'est du gel hydroalcoolique. Le truc du moment. Le truc du moment. Donc là, je me dis, waouh, confiance de ouf côté Louis.
et une opportunité de dingue, et on fait son spot télé qui nous a mis dans une autre sphère où on a fait de la télé avec des plus gros budgets. Donc ça t'a légitimé dans absolument. Une catégorie que tu n'avais pas encore, à laquelle t'étais pas encore identifié. Et qui tombait très bien par rapport à ta première question, qui est comment on se détache de l'offre à 1000 euros. Bah, quand t'arrives en disant j'ai fait le spot télé de Merci Andy qui est passé sur M6 et autres, t'imagines bien que c'est pas une offre à 1000 euros. Donc tout de suite, ça nous légitimait à proposer des budgets plus importants. Et voilà, ça s'est fait un peu dans le temps. On a fait plein de gros spots qui aussi, encore une fois, avec la bonne communication autour, on expliquait pourquoi ça coûtait 300 000 plutôt enfin, pourquoi ça coûtait 300 000. Bah, on éduquait un petit peu notre audience à comprendre qu'en fait, bah, t'avais des offres à 1000 euros avec lesquelles tu pouvais avoir tel type de rendu et des campagnes à 300 dans lesquelles t'as d'autres rendus. Donc, et un truc plus concret. Et ça, on essayait de le faire sous le format, et c'est ce qu'on essaie de faire toujours, c'est un peu de l'edutainment, c'est on apporte de la valeur de fond, on éduque un peu notre audience avec des formats qui sont toujours cool et assez novateurs. Et voilà, donc ça s'est fait dans le temps, c'est long, c'est fastidieux, donc les personnes qui veulent se lancer avec une stratégie par le prix, c'est une très bonne chose, mais il faut bien anticiper, je pense, l'après. Voilà, il faut s'attendre à ce que ça cartonne, et si ça devait cartonner, comment tu vis avec ce positionnement au prix? Exactement. Ça ressemble à quoi Com aujourd'hui en termes de chiffres, de taille, de dimension, de dynamique? Et ben, écoute, Com, on est 35. Quand on était 40 il y a 6 mois, mais on a décidé de senioriser la boîte, mais on en reviendra peut-être après. Donc 35, on va faire 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est une boîte qui est rentable parce qu'on fait à peu près entre 20 et 25% d'EBITDA depuis le jour 1, ce qui est cool. Donc ouais, c'est plutôt une boîte rentable. On vient de lever des fonds. On était jusque là en bootstrap, en autofinancement, mais on a levé des fonds là il y a à peine. On a clôturé la levée, je crois, il y a même pas un mois. Non, parce qu'au fait, ça s'est fait hyper vite. On a levé un peu moins d'1 million alors je te parle de tout l'aspect juridique qui est quand même assez long, assez fastidieux, mais on a fait ça en même pas un mois. C'était que avec des business angels, et beaucoup de personnes ont été embarquées, je pense, par le projet parce qu'on est très visible, c'est assez sexy et cool. Tu vas pas chercher ta culbute à fois 100 comme un SaaS. Par contre, d'investir dans une boîte qui est relativement, très rentable, tu minimises ton risque, on va dire. Et on a levé des fonds, mais pour une autre stratégie qui va être le M&A, la croissance externe. Donc on a pour ambition d'aller racheter des structures dans le temps. Mais voilà, donc pour répondre à ta question, 35 personnes, bientôt 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus de 350 clients, tout le monde à Paris. Ouais. C'est un truc sur lequel, tu vois, je me questionne d'ailleurs, de commencer à réfléchir à avoir d'autres villes dans lesquelles on irait. Je pense pas que ce serait un enjeu stratégique business plus que pour les équipes. On a beaucoup de gens qui viennent du sud et ils me le font savoir tous les jours que parfois le soleil du sud. Ouais, en tout cas en France. Ouais. Mais voilà pour les chiffres. Et en termes de positionnement, vous avez un positionnement qui correspond à une industrie particulière ou à une typologie de clients particulier, ou c'est ouvert? Bah en fait on est passé d'une boîte de production, donc les 3 premières années on était une boîte de prod, donc c'était un peu on était les techniciens de l'audiovisuel, donc en gros on répondait au how de nos clients, c'est genre il y a un brief et nous on te dit comment on fait pour pouvoir le mettre en œuvre. Quand là on s'est positionné en modèle d'agence, donc maintenant on n'est plus sur le how, on est sur le why, c'est pourquoi est-ce qu'on veut faire des campagnes. Donc on a implémenté en fait tout ce volet stratégique qu'on n'avait pas forcément avant et qui se sentait parce que parfois on faisait des capsules vidéo qui étaient super esthétiques, canon, mais qui faisaient 300 vues parce qu'elles n'avaient pas été pensées stratégiquement, parce qu'elles n'avaient pas été ni en amont ni en aval, quoi. Exactement. Et donc ça, on a rajouté ces 2 volets de strat en amont et en aval de diffusion, qui fait que maintenant on couvre ce qu'on appelle une campagne maintenant. Et nos clients, c'est principalement de la scale-up PME grand groupe, puisque notre panier moyen a quand même un petit peu évolué. On essaye de, tu vois, le panier moyen d'il y a 2 ans, c'était plutôt 15-20 000 euros sur des contenus un peu one-shot de branding ou de notoriété, quand maintenant c'est plutôt des 200 ou 300 000 euros, mais qui couvrent l'intégralité de la communication de nos clients, la marque employeur, les sujets internes, les sujets externes. Et c'est là-dessus qu'on essaie de se positionner, c'est d'avoir une vision de transformation de boîte, tu vois, de se dire, t'as une boîte qui communique de cette manière, on redistribue totalement l'écart pour la faire communiquer à 360 de manière différente. Donc c'est un modèle qui est différent. Ça a été compliqué de faire ce changement. Ça a été une année très très douloureuse émotionnellement de faire ce repositionnement, parce que ça nécessitait beaucoup on a pris des décisions qui étaient dures, de faire partir des gens alors qu'on n'avait pas de turnover chez Com. La culture était exceptionnelle. Là, tout ça peut casser un truc, quoi. Ouais. Ça me fait penser à peut-être toute proportion gardée, mais à l'époque de Grégoire Gambato et Germinal, et à un moment donné, ils étaient agences, ils se sont dit non, on bascule, et en fait, effectivement, tu perds, tu peux casser une mécanique qui tourne, et un équilibre que tu as trouvé, qui était dur à trouver, mais voilà. Et puis tes équipes qui te rejoignent pour l'aventure dont tu leur as parlé il y a 2 ans, donc une boîte de prod. Ouais. Et là, tu leur dis, mais en fait, les gars, on n'est plus une boîte de prod, mais une agence, plus pour les mêmes enjeux, et leur quotidien change aussi, donc
ça crée parfois une distorsion entre ce qui était leur mission actuelle et leur nouvelle, et voilà, ça a créé des points de rupture pour certains, et ça a été hyper compliqué à vivre. Parce qu'on y revient sur mon parcours, enfin sur ma personne, je suis quelqu'un qui suis très émotif, je m'attache aux gens, etc. Et quand j'ai vu que certaines personnes sont parties, soit parce qu'ils l'ont souhaité, soit parce qu'on l'a souhaité, ça a été un déchirement de ouf, mais ça m'a vachement appris, et je trouve que je suis devenu plus sage. Après cette année, tu vois, je vais être futur papa, je te l'ai dit, mais j'ai l'impression d'être plus sage maintenant. Je prends un peu plus de recul sur les choses aussi, parce que il en faut, sinon tu te crames, vraiment. Et tu parlais je t'ai entendu parler de Com 1.0, 2.0, 3.0. Dans les grandes phases, Com a eu quoi comme évolution, la boîte Bootstrap. Après, en plus, tu as diversifié avec la partie agence, la partie média, mais tu peux me donner finalement, ça s'est passé en 3-4 ans, donc c'est assez rapide. On a monté notre boîte ensemble, d'ailleurs. Moi, c'était 2019 aussi. Ouais, okay. Et j'en ai fait moins, et quoique. C'est pas moins diversifié, mais toi, tu as quand même pris des risques avec une partie média, une partie agence. Raconte-moi dans les grandes lignes, les grandes étapes de ce développement. Ok, je dirais qu'il y en a potentiellement 3. C'était la boîte de prod Com dont on a déjà parlé. 2, effectivement, le média qui a eu vraiment son importance, qu'on a lancé il y a bientôt 2 ans, donc 2 ans après le lancement de Com. On est toujours dans une logique donc de créer du contenu pour avoir de l'inbound. On se rend compte qu'on a envie d'aller encore plus vite, encore plus loin, et donc on voulait intensifier notre image de marque et notre notoriété, et on a eu le bon feeling de se dire que de créer un média, s'il est bien fait dans le fond et dans la forme, ça nous permettrait d'avoir une nouvelle rayonnance un peu différente dans un environnement B2B. Et assez naturellement, on se dit, let's go lancer un média sur lequel on parle de sujets business pour bien être en adéquation avec nos clients idéaux, mais avec des formats qui sont méga canons et novateurs, parce que comme ça permet de me mettre en avant le savoir-faire de Com. On l'appelle Com Média, donc avec le nom Com volontairement pour faire rayonner. C'est un peu une vitrine de votre savoir-faire. Exactement. Je dis souvent, Com Média, ça a été le meilleur commercial de Com. Okay. Et donc on a fait grossir le média quand même assez vite. On a fait un peu plus de 15 millions de vues en organique, ce qui est quand même assez cool sur l'écosystème B2B. On a eu un business model qui a commencé à se dessiner, à se construire avec le média, puisqu'on a lancé des émissions comme Second Degré, Charabia. On a lancé des documentaires. On en a fait 4. C'est des gros montants. On a mis en place des formes de sponsoring pour que certaines entreprises soient mises en avant sur notre média, modulo du recurring, donc pour nous en plus de l'MRR, donc ça a été cool. Donc en fait, on a créé une autre structure avec un business model qui se tenait à lui-même, tu vois, même si c'était rattaché juridiquement à Com. Et ça a été un moment un peu important de Com, puisqu'on a dû gérer 2 business models un peu différents et en même temps faire rayonner l'un et l'autre ensemble en concomitance, et ça a été une étape un peu majeure. Et je dirais que la 3e, ça a été ce repositionnement dont je viens de te parler là cette année, de boîte de prod à agence, qui a changé beaucoup de choses, et c'est le fameux Com 2.0 dont je parle depuis septembre, qui est le Com agence avec des attentes au niveau de ce qu'on rend et au niveau, moi en interne, des équipes qui a vraiment évolué. Je veux vraiment qu'on passe de start-up sympa à vraie entreprise, sans pour autant perdre notre culture, sans pour autant perdre tout ce qu'on fait très bien, et ça de toute façon c'est pas un truc qui va à l'encontre, mais simplement j'ai vraiment envie d'avoir cette logique. On devient une boîte pérenne, et tu vois qui est plus solide que le côté très start-up un peu foufou qui aura été exceptionnel les 3 premières années, mais qui aura été aussi éprouvant psychologiquement, parce que tu mets la main à la pâte partout, tout le temps, sans arrêt, et on s'est un peu fatigué avec Flo de ça. Donc on a redistribué les cartes pour ce nouveau Com 2.0. J'essaie de te donner avec toute transparence la réalité aussi de l'entrepreneuriat, parce que tout est beau, tout est rose sur les réseaux, t'as toujours la partie émergée de l'iceberg et autres. La réalité, c'est que derrière, il y a des choix à faire qui sont parfois durs. Il y a ce que tu ressens, toi, en tant qu'entrepreneur, qui te challenge et qui a son impact aussi sur ton perso. Donc là, on a un peu redistribué tout ça pour que ce Com 2.0 soit beaucoup plus viable dans le temps, beaucoup plus, avec une logique beaucoup plus pérenne des choses. Et voilà. Et le binôme Flo Harold a toujours bien fonctionné? Parce que c'est assez étonnant, parce que toi, t'es très très pote avec j'allais dire un quatuor, mais en tout cas, vous êtes soudés depuis longtemps. Ouais. Là, tu passes tes journées avec quelqu'un que tu connais pas, qui arrive de nulle part. Ouais. Ça fit. T'as un retour d'expérience là-dessus et des conseils à donner pour ceux qui s'associent. Comment on choisit un associé? Est-ce que c'est uniquement du fit et un coup de chance derrière? Je pense que comment vous l'avez construit cette relation? On a fait tout ce qu'il fallait pas en soi. On n'a pas fait de pacte d'associés. On a dû le faire pendant la levée de fonds. On se connaît pas, on fait pas de pacte, on monte une boîte. Wow. T'imagines? Donc c'est en l'état, l'écart, t'as 100% de chance de te cracher. Donc là, je pense que le facteur chance
comme n'importe quel entrepreneur, rentre en jeu, prend 95% de je pense de la raison pour laquelle ça fit méga bien. Après, je pense que plus que de la chance, c'est aussi un petit peu l'historique en fait, ça a été fait qu'au feeling, donc c'est pas le meilleur conseil, c'est pas ce que je recommande aux entrepreneurs, mais je pense que le feeling, parfois c'est une connotation très hasardeuse, alors qu'en fait pour moi c'est le découlé de tout ton passif qui fait que quand tu t'es fait parfois quand parfois t'as fait les bons choix, quand parfois t'as vu certaines choses, bah c'est ça qui aiguise ton feeling. Exactement. Tu te connais exactement, tu sens un peu mieux les choses et il s'avère qu'on a fondé Com et notre association exclusivement là-dessus et on a eu donc cette chance de se dire que 4 ans après on n'a jamais été aussi soudés avec Flo, d'autant plus suite à cette année un peu plus complexe, mais c'est devenu un de mes meilleurs amis, c'est comme mon frérot, je le vois autant que ma femme, enfin c'est devenu une pièce un peu centrale de ma vie et c'est incroyable que de partager, je trouve, des moments comme ça avec un associé, et je me vois pas, tu vois, entreprendre seul. Plusieurs fois, je me suis posé la question dans un futur proche ou lointain de me dire, je remonte une boîte, est-ce que je le monte seul? Honnêtement, c'est tellement idyllique avec Flo que je ne vois que les bons côtés de l'association versus monter une boîte seule. Donc voilà, mais en tout cas j'ai pas de bons conseils puisque ça pas il faut pas faire ce qu'on a fait avec. Il faut savoir suivre son feeling une fois de temps en temps et pas suivre forcément une théorie c'est clair, et des conseils extérieurs, mais le feeling compte. Et plus les années passent, plus le feeling compte aussi, je trouve. Et tu me fais rêver en parlant de binôme. Moi j'ai monté ma boîte seule au départ. Maintenant je suis bien entouré, mais au départ c'était surtout quand tu passes le Covid et que t'as 10 000 questions, tu sais pas si ta boîte va fermer ou pas. C'est pas toujours évident, et je rêvais d'avoir un binôme sur lequel tu peux lâcher ton sac et dire ce que t'oses pas dire à tout le monde. Et voilà, je conçois. Il y a un truc sur lequel t'excelles, c'est le personal branding. Et d'ailleurs, je sais pas, quand on parle de Com, si on parle de Com ou si on parle d'Harold, parce qu'il y a t'es emblématique pour cette marque-là, t'es un visage qui est, en plus, qui passe bien dans la vidéo, dans la caméra et autres. Donc je trouve que, t'incarnes cette boîte-là. Qui est-ce qui t'a mis sur les rails? Est-ce que c'est essentiellement seul? Est-ce que tu t'es inspiré de certaines personnes ou de certaines choses pour travailler ton personal branding et devenir une référence en la matière? Le fait de prendre la parole face cam avec cette vidéo de lancement de Com, ça a été clairement suite à une vidéo qu'on a vue avec Flo qui s'appelait Dollar Chef Club. Je sais pas si tu vois cette vidéo. Tu vois très bien. Et on a vu cette vidéo, on a entendu en parler, donc c'est pour ça aussi que je vois, mais qui était donc incroyable, c'était un mec qui vendait des rasoirs, je crois. Humour simple, décalé, mais hyper efficace. Exactement. On a vu cette vidéo, on a dit c'est ça qu'il faut faire parce que ça nous a tellement hypé, ça nous a tellement scotché. On a regardé ensuite tous les autres contenus où la personne en question, le fondateur, j'ai plus du tout son prénom en tête, mais continuait un petit peu dans cette logique de se mettre en avant et d'incarner la structure. On s'est dit putain, en fait c'est comme ça, c'est ça qu'on doit faire. Donc tu vois, c'est clairement un inspiré guide dès le départ. Absolument, dès le début. Quand on a vu que ça fonctionnait bien avec la première vidéo puis la seconde, on s'est dit ok, c'est comme ça, c'est là-dessus qu'on doit appuyer et intensifier nos efforts et vraiment que Harold, le personnage Harold incarne la structure. Ça a été et c'est encore une très bonne force puisque encore une fois, je pense que tu t'attaches plus à une personne qui a une boîte, qui est un petit peu encore une fois moins humaine, tu vois, et moins palpable. Maintenant, on est en train dès maintenant et depuis 1 an de bien faire attention à ce que Com ne soit pas dépendant d'Harold, puisque si Harold demain se barre pour X ou Y raison et que la boîte et que les gens n'en peuvent plus de voir ma tronche et ce qu'on identifie, enfin on anticipe ça parce que forcément ça arrivera. Exactement, de se dire ok, en fait Com roule seul. Je pense que ce travail on le fait bien, honnêtement. Ça fait 1 an encore une fois on a une logique de transition, on passe pas du tout à rien, mais Com a sa communication avec les sujets qu'il traite à sa manière et à sa sauce, et j'ai les miens. Alors forcément il y a des bridges qui se font entre l'un et l'autre, mais on essaie d'isoler et de communiquer de manière totalement différente. Je dis le média Harold, non pas par ego ou truc, c'est juste qu'on s'en sert. Moi c'est pas j'aime bien communiquer, j'adore mettre en avant, mais j'aime bien aussi être chez moi et ne pas regarder les réseaux, ne pas communiquer. Moi ça me va très bien aussi, tu vois. Donc je le fais aussi et surtout pour le business et parce que ça va bien pour Com. Mais on est vraiment en train de se dire que dans 2 ans, Harold est totalement effacé de Com, totalement effacé, et ce soit un média totalement à part, limite que tu peux consommer et que tu comprends et pour lesquels tu fais pas forcément de points de jonction avec Com. Ça c'est un objectif que vous êtes mis de réduire la voilure. Absolument, 24 mois. Et donc voilà, surtout qu'on a pour ambition de construire un groupe. On a une spin-off qu'on va lancer là en janvier. On a des boîtes qu'on va racheter, donc il faut absolument que en fait toutes ces boîtes vivent par elles-mêmes et que Com soit un peu le groupe qui gère ces différentes structures et que Harold se détache de tout ça. Je pense que on va arriver au bon moment, tu vois. Et puis en plus ce côté pour moi t'as
mettre en avant le CEO et t'as incarné la structure. Mettre en avant Harold parce que je suis CEO, bien sûr, mais incarner la boîte, ça c'est un truc qu'on a envie de faire évoluer parce que je trouve que ça correspond un petit peu plus au modèle de start-up plus que vraiment d'entreprise et de groupe, tu vois, qui se construisent. Ça fait un petit peu moins enfantin, je pense aussi, donc on est en train de faire évoluer tout ça. Ouais. Ok, tu peux presque un peu trop influencer aussi les marques qui passent par toi et t'aurais des conseils à donner, c'est sûr, donc plutôt quels conseils tu aurais à donner à ceux qui souhaitent développer leur personal branding et essayer de... Parce que là, t'en es presque toi à l'étape excessive où en fait ça devient trop présent et c'est trop important. Après tu vas maintenir ton personal branding d'un côté mais essayer de le détacher de Com, j'imagine, parce que l'idée c'est de continuer à développer ta notoriété mais de moins la lier à ta boîte. Ceux qui souhaiteraient avoir un personal branding qui se rapproche du tien, aussi efficace, aussi visible, tu leur donnerais quoi comme conseil ? Le premier, c'est un petit peu en lien avec ce qu'on se disait, c'est identifier des nouveaux réseaux, parce que d'arriver sur des réseaux qui sont déjà saturés, ou en tout cas sur lesquels il y a déjà beaucoup de monde, c'est très compliqué de se faire sa place. Donc idéalement, c'est d'identifier les futurs réseaux, d'arriver en précurseur, donc encore une fois investir du temps sans qu'il y ait encore un impact héroïste très important, mais vraiment d'identifier ces nouveaux réseaux, je pense que c'est le conseil numéro 1. Si on est sur un conseil plus lié à LinkedIn, qui est un peu mon expertise, je pense qu'il faut aller à contre-courant de ce qui se fait. C'est-à-dire que si tout le monde va à droite, partez à gauche toutes, quitte à ce que y ait beaucoup moins de personnes qui vous apprécient ou qui partagent votre vision, mais au moins vous êtes singulier. Et je pense que les gens ont besoin de ça. C'est plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Et je pense que vraiment d'aller à contre-courant, c'est un bon moyen de pouvoir faire sa différence. Alors sans pour autant tous les posts en faire des débats en disant je déteste ci, je déteste ça. Parce que je vois là qu'il y a une mouvance sur LinkedIn où ce qu'il faut c'est absolument un coup de gueule permanent. Coup de gueule sans arrêt. Moi je trouve ça un peu insup. Donc je conseillerais pas de faire ça, mais par contre de ne pas suivre les courants de la masse, on va dire. Je trouve que c'est une bonne chose, et garder en tête, même si c'est une évidence, que la régularité c'est la clé de réussite. Tu vois, le podcast, t'as 8 podcasts sur 10 qui s'arrêtent après le 3e épisode parce que les gens pensent que tout arrive en 2 secondes. Encore une fois, on est tellement dans un écosystème, un environnement, on doit tout avoir tout de suite à disposition rapidement, on binge watch, on binge de tout, qu'en fait tu dis que si t'as posté 3 fois sur LinkedIn, tu dois avoir 10 000 abonnés, sinon ça fonctionne pas. En fait, non. Les podcasts qui fonctionnent, c'est ceux qui font 10, 15, 20, 30, 40 podcasts, et au bout du 40e, t'en as un qui pète, et là tout le reste pète, et puis c'est comme ça que t'arrives à bien marcher. Donc, de bien garder en tête que la régularité et que la patience, c'est le meilleur moyen de pouvoir performer et exceller sur les réseaux. Donc voilà, je te donnerai ces trois conseils. Et t'en connais tu pourrais me donner des noms de personnes qui sont pour toi. Alors je sais que tu consommes pas beaucoup de contenu réseau. Enfin, tu as tendance à plus poster qu'en consulter. Ouais. T'as des personnes qui te semblent inspirantes et qui ont bien capté la mécanique. Alors Théo Lyon en numéro 1. Moi donc je consomme peu effectivement sur LinkedIn, même si on me dit toujours tu passes ta vie sur LinkedIn, je consomme très peu. Je pense que je dois rester peut-être un quart d'heure ou 20 minutes sur LinkedIn, ce qui est assez fou, parce qu'au final je suis quand même assez présent, en tout cas en termes de contenu que je produis. Moi je consomme énormément de YouTube, énormément de YouTube pour le coup, et Théo Lyon, je trouve que c'est le meilleur créateur ever, entrepreneur français, je trouve que c'est le meilleur. Donc je dirais Théo Lyon. Oussama, j'adore ce qui crée comme contenu là, le Better Call Ous, t'apprends plein de choses et je trouve ça génial. J'en ai pas d'autres en tête, même s'il doit y en avoir certainement des dizaines que je suis. Mais voilà, je te dirais ça pour l'instant. Et dans les nouveaux médias, je pensais à Amo. Je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder Amo, lancé par Antoine. Martin Martin Zani. Alors, je sais pas si tu as eu l'occasion de jeter un œil. Si Olive m'a envoyé un SMS en mode connecte-toi sur Stab, je fais what the fuck, c'est quoi ce bordel? Donc j'ai commencé à télécharger, j'ai l'application qui a été téléchargée. J'ai pas encore tout compris. J'ai juste lu un post ce matin sur LinkedIn d'ailleurs de Damien Morin qui disait que il avait pour ambition de concurrencer Facebook. Donc j'imagine que ça va être faire un Facebook 2.0 qui est un peu vieillissant. Donc je vais creuser, mais tu vois, typiquement, c'est les nouveaux réseaux sur lesquels il faut tout de suite être attentif. Et donc je vais clairement creuser le réseau. Ouais, toi, tu dois un peu te connaître. On parlait de l'audience tout à l'heure, et c'est vrai que j'ai le sentiment parfois que l'audience, mais j'avais pas capté, tu vois, la mécanique de potentiellement faire de Com Média une vitrine pour du corporate, parce que moi j'avais l'impression que l'audience que tu générais, elle était pas hyper compatible avec les clients que tu adresses, qui peuvent être des boîtes du CAC 40 ou des gros trucs. Je trouvais qu'il y avait un petit paradoxe. Mais je comprends la mécanique maintenant.
monétiser son audience, ou monnayer, je sais pas comment on dit, tu as des recos à faire pour en fait faire en sorte que ce contenu vidéo ait un business model efficace et faire en sorte que soit que le contenu que tu crées en lui-même, alors tu parlais de sponsoring, mais ça m'intéresse de comprendre comment est-ce que il y a du business model, tu vois, sur un charabia ou autre, quel est le business model derrière. Et après, l'audience qui sont tes followers, comment est-ce que tu peux les transformer en clients, ces gens-là? Bah alors, sur la première partie de ta question, le sponsoring typiquement qui a été un beau levier pour nous financier sur la partie média, c'était de se dire que tu as une audience relativement bien ciblée qui sont des personnes qui s'intéressent à l'écosystème B2B, donc des solopreneurs, des entrepreneurs, des CEO de plus grosses structures. Tu sais que tu as cette audience, donc à partir de là, de pousser des entreprises et de les mettre en avant, ça a de la valeur quand même, ça a de la valeur, une importante valeur. Tu vois, on a Junto typiquement qui a été un de nos sponsors la première année, qui a réitéré en seconde année. S'il réitère, en plus c'est des montants financiers qui sont quand même assez importants, c'est que ça a son impact. Ouais. Le ROI attendu, je pense qu'il est moins en termes de j'ai une capsule, je suis mis en avant et tout de suite j'ai de la demande, plus que je crée une image de marque, une omniprésence. Je suis un peu top of mind parce que régulièrement je suis mis en avant, ce qui fait que quand demain tu as quelqu'un qui va chercher une agence de social buying, tu vas plutôt passer par Junto parce que tu l'as entendu, ça a été assimilé à Comedia plus qu'à une autre agence. Donc il est là vraiment l'intérêt côté partenaire. Donc c'est de la notoriété. C'est de la notoriété. C'est très compliqué. On est hyper transparent avec nos partenaires, nos sponsors. On leur dit, on pourra jamais vous sortir des KPI en vous disant, vous avez eu 12 clients par jour en plus grâce à Comedia. Donc, c'est un pari parce que t'as pas de KPI tangible et en même temps, on sait l'aura qu'on a et l'impact qu'on a et c'est vraiment le business model sur lequel a reposé Com d'être top of mind, d'être dans la tête des gens et d'être visible régulièrement qui a fait que ça a bien fonctionné. Donc, c'est ça qu'on explique à nos sponsors. Ensuite, tu as des formats un peu plus one-shot, typiquement Charabia qui était un talk show sur l'entrepreneuriat. Donc, on a essayé de faire une espèce de quotidien mais lié à l'entrepreneuriat. Donc, il y avait un animateur qui était moi et tu avais des chroniqueurs qui étaient des entrepreneurs. On a eu Théo Lyon, André Mensaïd, etc. Et ça, en fait, pareil, on a trouvé un moyen d'inclure notre sponsor qui était l'ordre des experts comptables, donc c'est quand même un truc en plus assez cool, où on a créé un format dans l'heure d'émission, un quart d'heure, où l'ordre, une personne qui incarnait l'ordre, donnait de la valeur, apportait de l'info sur tous les sujets liés à leur écosystème, à leur industrie. Et pareil, c'est de l'image de marque, c'est du branding, c'est de la notoriété, ça permet pour eux, parce que la demande était de rajeunir un peu l'image de marque de leur métier. Donc du coup, je pense que le pari a été bien réussi. Mais tu vois, de toujours trouver le moyen de sous forme de contenu d'edutainment, d'apporter de la valeur par notre sponsor pour les gens qui nous écoutent et en même temps, forcément de leur apporter de la rayonnance. Je pense que le pire moyen de mettre en avant une marque, c'est juste de dire notre sponsor c'est ça, il fait ça et that's it. Tu vois, je pense que de vraiment d'essayer d'extraire toute la bonne valeur que peut trouver notre sponsor pour notre audience, c'est le meilleur moyen de créer un lien entre notre communauté et nos partenaires. C'est de l'appel entrant ou c'est eux qui viennent vers toi? Non, ça c'est de l'appel. C'est nous qui allons voir les marques pour le coup. On identifie les bonnes marques en se disant par rapport à l'émission qu'on a pensée, vous êtes la bonne marque pour être sponsor potentiel. Je te dis pas que ça marche à chaque fois. On a déjà contacté une quinzaine de marques et on en a closé une, tu vois. Mais on essaie d'avoir cette approche plutôt de trouver le bon sponsor qui colle bien aux thématiques et à la vibe de l'émission ou du format qu'on va lancer. Le sponsoring de ce genre de choses, c'est quoi? Ça se compte en dizaines de milliers, en centaines de milliers? Je suis assez transparent sur la partie. Alors, sponsoring à l'année, ou donc sur tous les contenus qui est mis en avant, c'est 96 000 € à l'année, c'est 8 000 € par mois. Et du Charabia, Charabia, l'émission au global, parce qu'on a eu d'autres sponsors, on a eu Axonote, etc., c'était 150 000 €. Ouais, c'est quand même de gros montants. 6 émissions, ouais. Ouais, donc là, je comprends que ce truc-là est un... Alors après, c'est peut-être le but, c'est peut-être pas d'être rentable sur ce genre d'événement, mais c'est peut-être d'absorber tes coûts et ça te donne quand même de quoi te faire un bon délire en termes de prod derrière, quoi. Ouais, et puis Charabia, on m'en a parlé des mois après, et il y a plein de personnes qui sont venues et devenues clients chez Com parce que ils avaient vu Charabia. Donc pour nous, on savait qu'en créant de la valeur, en montrant notre expertise de production, c'était un bon moyen commercial de donner envie à des gens de nous contacter. Cette audience en client. Exactement. Un mot sur la stratégie vidéo et la stratégie que tu pourrais recommander. Alors, je ne sais pas si vous allez rester uniquement en vidéo d'ailleurs, parce que c'était le point d'entrée, mais quand tu parles d'agence, et en fait, tu vas vite avoir de la partie amont qui va peut-être se décliner sur plusieurs canaux, dont la vidéo. Donc, soit vous restez que vidéo ou pas. Mais ça m'intéresse d'avoir ton avis sur quelle devrait être
les réflexions ou les possibilités les ingrédients d'une stratégie vidéo bien menée, sachant que bon, j'imagine que quand tu es startup, scale-up ou CAC 40, c'est différent. Quand tu es en France ou autre, mais est-ce qu'il y a des éléments qu'on doit intégrer dans une stratégie vidéo bien menée pour une boîte, quelle qu'elle soit, la réflexion qu'on doit prendre? Alors effectivement, on fait plus que de la vidéo depuis maintenant 6 mois. C'était tout notre travail. Mais tu vois, c'est intéressant parce que c'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à communiquer en ce sens. Mais on ne fait plus que de la vidéo. On fait des campagnes, et qui dit campagne dit stratégie. Et ça, c'est un truc qui se valorise et qui est d'ailleurs quasiment la plus grosse pocket financière à allouer chez Com quand tes clients c'est sur la partie stratégique. Et ça me permettra de faire le lien avec la seconde partie de ta question. Mais donc on ne fait plus que de la vidéo. On fait vraiment de l'accompagnement global. Donc ça va être de la vidéo, mais de la photo, de l'affichage, du marketing d'influence quand c'est besoin pour pouvoir avoir des beaux relais de diffusion. Donc juste comme voilà, donc accompagner à 360 nos clients. Et comment, si on parle que de la vidéo, t'arrives à avoir une vidéo qui fonctionne, c'est vraiment de ne pas penser que vidéo et esthétique, mais vraiment de penser ça stratégiquement. Donc c'est vraiment identifier quelles sont tes cibles souhaitées. Tu vois, on dit qu'on est audience centric, c'est qu'en fait, la tagline qu'on dit à nos clients, c'est on ne fait pas des campagnes qui vous plaisent à vous, mais on fait des campagnes qui leur plaisent à eux. En fait, on leur dit, le but, c'est pas que vous ayez une campagne que vous trouviez canon, tu vois, enfin, c'est l'idéal quand même, mais c'est vraiment que ça parle à votre audience. Donc, je pense qu'avant de penser une campagne vidéo, c'est de se dire qui est mon audience, je l'analyse, je comprends quels sont les usages, et donc, du coup, en fonction de tous ces paramètres et ces critères, je sais sur quel type de réseau je peux les identifier, parce que trop de fois, on a des clients qui disent, je vais faire une vidéo sur LinkedIn. Et on leur dit, mais attends, mais votre audience, elle est pas du tout sur LinkedIn, elle est sur TikTok. Donc, c'est-à-dire que les codes, c'est pas un truc léché comme vous le souhaitez en 16/9, mais en fait, c'est du 9/16 un peu cracra parce que c'est ça qu'attend de votre audience. Donc, bien réfléchir à qui est destiné accepter d'apprendre et d'avoir le sentiment de faire un truc de découvrir, quoi. Absolument. Et de faire des campagnes qui te plaisent pas au CEO d'une boîte qui a 45 piges alors que sa cible, elle est à des petits jeunes de 15 ans, tu vois. Donc, vraiment de prendre du recul par rapport à ce qui est de son goût et ce qui est attendu de son audience. Donc, de bien travailler ça. Ensuite, de répondre à des grandes caractéristiques du marché. Donc, de pas te proposer de faire une vidéo de 2 minutes 30 si en fait on se rend compte que là le taux d'attention est plutôt aux alentours de 20 secondes, c'est plutôt capitaliser sur 20 secondes, dire moins de choses, mais de comme dans un CV où un CV quand tu mets toutes tes expériences, c'est indigeste, personne n'a envie de regarder ton CV. Tu dois faire des concessions sur ton CV, te dire, je sais que je parle à un expert potentiellement, donc tu vas me dire, mais pour moi sur ton CV, tu priorises sur les infos clés, tu fais un truc qui est aéré, qui donne envie à l'employeur de se dire, ça a de la gueule, je le fais venir en entretien, et c'est en entretien que tu balances toutes tes expériences. Pour moi, la vidéo, c'est un peu la même chose, c'est de pas trop en dire, suffisamment pour susciter l'intérêt des gens, et de se dire, je vais aller sur le site pour avoir davantage d'informations. C'est exactement pour moi le même enjeu. Que tu veux. Ouais, donc le bon conseil derrière, c'est vraiment kill the baby, sélectionnez uniquement les 2-3 infos clés que vous souhaitez en mettre en avant, même si on a toujours envie de tout dire dans un contenu vidéo. En fait, vous brouillez le message, donc voilà, être court, concis, c'est un bon conseil pour avoir une vidéo qui performe. Et de ne pas négliger la diffusion, pareil. T'as beau avoir une vidéo qui est très belle, courte, si jamais c'est tu as une vidéo de 20 secondes, si c'est ce qu'on a, si c'est les usages actuels, mais si tu postes juste sur LinkedIn comme ça en disant c'est bon, ça fait 20% de ton temps pour la construction, pour la création, 80 pour la diffusion, c'est vrai que cette notion-là elle est importante. Clairement, il faut. Ouais. Comment parce que ça, on parle de nouveaux métiers quand même pour toi, avec des sujets, avec une stratégie métier, une stratégie de sélection du canal, et j'imagine que tu dois motiver un peu tes recos, parce que tu t'adresses à des gens qui sont assez costauds avec des gros budgets, donc quand tu leur dis votre audience elle est là et pas là, tu parlais tout à l'heure de peut-être avoir seniorisé les équipes, t'adresses des nouveaux métiers depuis peu, comment tu t'y es pris pour te les adopter, sachant que tu as eu plusieurs approches, recrutement et aussi externalisation d'une partie du process qui est assez osé quand je vois ça, de pas tout maîtriser. Ouais, sur la partie seniorisation des profils et des talents, effectivement, donc on a débauché des talents, ce qui n'était pas forcément le cas au démarrage, parce que quand tu débauches des talents, c'est plus les mêmes salaires, c'est plus les mêmes budgets, et puis c'est plus les mêmes enjeux même de gestion. Donc les 3 premières années, c'était de ce que nous on connaissait, les fondateurs Harold et Flo, ce qu'on essayait d'expliquer et d'éduquer un peu nos employés. Plus que maintenant, c'est les personnes qu'on recrute qui nous apprennent tout. Tu vois, la nouvelle directrice de la partie agence de com, on l'a débauchée chez TBWA. Quand on est sur des calls pour des gros appels d'offres hautes, c'est elle qui lead à 100% le projet, c'est elle qui impose, c'est elle qui a son expertise. Donc on a su maintenant
vraiment s'entourer de personnes qui sont 10 fois meilleures que nous. Et je pense que c'est là où tu te rends compte que ta boîte prend un nouveau level. C'est qu'en fait, toi, ton enjeu, il faut avoir un peu de recul sur ça, mais c'est de se dire, t'as pas une personne qui vient chez toi qui te met pas une gifle sur son métier, tu vois, et je trouve que c'est évident et en même temps parfois complexe à intégrer parce que tu te dis toujours que c'est ton bébé, donc c'est toi qui as la maîtrise un peu de tout. Faut accepter de perdre ton expertise et d'avoir une certaine humilité par rapport à ça. Exactement. Et donc du coup ça c'est ce qu'on a fait, et d'externaliser une partie de certaines expertises. Ça pour le coup ça se fait pas mal dans notre environnement, c'est que t'as des réalisateurs typiquement qui sont experts sur, je te dis n'importe quoi, les métiers du luxe et plus particulièrement des produits physiques. En fait ça c'est pas un réal que tu vas pouvoir intégrer sur 80% des campagnes de nos clients, c'est une expertise bien attendue. Donc du coup, nous on a créé un écosystème dans lequel on peut aller taper les bons freelances pour les bons projets et donc d'apporter la valeur la plus pertinente pour le brief en question. Ok. T'as fait beaucoup de changements de cap, d'innovation, de diversification. Je pense qu'à chacune des étapes, t'apprends. Est-ce qu'il y a des choses que t'aurais aimé réaliser plus tôt, qui t'auraient fait gagner du temps? C'est une bonne question. Je pense qu'il y en a pas mal, mais je pense, tu vois, la partie prix dont on parlait au démarrage, l'offre à 1 000 € et le fait d'avoir ce positionnement très accessible, je pensais pas que ça allait être aussi long et fastidieux que de réussir à rehausser un petit peu notre proposition tarifaire un peu plus élevée. Donc ça, je pense que c'était un truc que j'avais mal anticipé, que j'aurais aimé faire différemment. Et surtout, ce repositionnement de boîte de prod à agence, on l'a un petit peu pris avec légèreté avec Flo, en se disant fine, on va débaucher des personnes qui savent faire, ça plug and play, ça va se faire en tranquillité, alors qu'en fait pas le moins du monde. En plus il s'avère que l'année dernière on a une proposition de rachat, donc on était en due deal pendant 4 mois, totalement défocus de Ça faisait beaucoup pour l'équipe. C'était un truc exactement, ça faisait beaucoup. Les fondateurs étaient beaucoup moins présents alors qu'ils ont été habitués à ce qu'on soit tout le temps avec eux H24 sur un nouveau modèle avec des nouvelles personnes qui éduquent sur le nouveau modèle qu'on doit taper. Donc ça a été méga complexe et je pense qu'on l'a pris avec trop de simplicité et de légèreté alors qu'on aurait dû, en fait ça aurait dû être notre focus numéro 1 et d'être avec les équipes pendant cette phase de transition. Donc ça je l'aurais fait différemment. Limite un qui s'occupe du deal et l'autre qui est hyper terrain. Ouais. Après, c'est des sujets tellement sensibles que tout le monde doit être impliqué. Ouais, puis, mais forcément important ce sujet sur lequel je voulais revenir parce que c'est fait partie de la vie de tout entrepreneur. Toi, tu te retrouves à recevoir une proposition alors que c'était pas ton plan de vendre, en tout cas pas tout de suite. Cette proposition, finalement, t'as eu plusieurs hésitations, mais tu te prends au jeu. Vous prenez au jeu. Vous bossez vachement le truc. Ça se fait pas. Et j'aimerais bien avoir ton feedback parce que je sais que ça t'a touché beaucoup, énormément, personnellement, et t'es sensible par rapport à tes équipes, je pense peut-être un peu plus que la moyenne, donc ça t'a affecté. Mais comment tu as vécu cette période-là et surtout comment on fait pour gérer émotionnellement un projet qui est le tien, où tu fais, où t'es 200% dedans. Tu te mets dans une position où tu acceptes de vendre ton bébé et en fait tu t'en détaches. Finalement, ça se fait pas, donc tu dois revenir à 200% avec une équipe qui te regarde un peu avec un coin de l'œil bizarre parce qu'il dit mais attends en fait tu joues à quoi et tu veux nous vendre et en fait tu nous expliques que machin. Comment tu l'as vécu et est-ce que t'as un petit retour d'expérience à partager sur cette phase hyper intense? Alors c'était pas une revente à 100%, c'est il y avait un gros système d'earn-out qui se faisait dans le temps parce que la volonté avec Flo, comme on n'avait pas du tout émis même l'hypothèse de revendre à ce moment donné, pas de s'en débarrasser non plus. C'est ça, du tout. D'ailleurs, c'est le meilleur moment pour revendre, c'est quand on n'a pas du tout envie et il s'avère qu'on l'a compris pendant la phase du due deal. Mais là, c'était vraiment de s'intégrer à un groupe, de rester à la gestion et moi je me voyais opérationnel avec Home encore 5, 6, 7, 8 ans. C'est juste qu'on était rattaché à une plus grosse structure dans laquelle on avait d'ailleurs des actions, donc on aurait une logique un peu plus de groupe, donc qui était parfaite. Avec des synergies business intéressantes aussi. Exactement. Donc c'était pas du tout vendre le bébé, com et se barrer. Vraiment. Exactement. C'était plus, tu vois. Perdre son indépendance aussi accessoirement, enfin un peu plus. Oui, clairement oui, parce qu'en plus t'as la majorité qui a racheté au démarrage et le reste en earn-out sur 5 ans. Mais donc voilà, donc c'était pas du tout l'enjeu, donc c'est pas du tout la manière dont je l'ai amené aux équipes, puisque la réalité c'était pas les gars on vend, ciao, plus que on va rejoindre un groupe pour tout casser ensemble et je suis encore là avec Flo à la gestion aussi longtemps qu'il le faut. Donc au niveau juste de la relation avec les équipes, un peu moins brutal effectivement. C'était moins brutal et voilà. Par contre au niveau émotionnel,
je suis quand même quelqu'un d'assez solide, honnêtement, même si je suis très émotif et autres, je suis assez solide, mais j'ai été déglingué de ces 4 mois, moi et Flo, ce qui est d'ailleurs rassurant parce que c'est pas, c'est vraiment, c'est en fait la situation qui a fait que ça a été dur, parce qu'en fait moi la due deal je connais pas, on en avait une micro pour Hilo avec Olive, mais c'était une crotte de nez par rapport à ce qu'on a vécu quand t'as 4 ans, enfin 3 ans de boîte, parce que c'était il y a 1 an. Que tu commences à faire quand même pas mal d'argent, que tu as pas mal de choses, mais en fait la due deal c'est on ouvre chacune des lignes de ta boîte et on regarde tout avec détail et précision. Et en fait c'est tellement de temps à passer en plus de com qui nous prenait déjà trop de temps en soi parce que on investit à fond parce qu'on aime ce qu'on fait. Bah déjà c'était une charge compliquée, émotionnelle aussi parce qu'en fait on te dit certaines choses et tu te projettes forcément et le lendemain on te dit tout l'inverse et le surlendemain on te redit que oui, donc en fait un espèce d'ascenseur émotionnel avec en plus les retours de tes équipes qui lors d'une phase totalement décisive de repositionnement, bah en fait ça marche pas très bien avec certaines équipes, il y a des départs qui impactent tes personnes de manière beaucoup plus importante que ce qu'on avait imaginé, donc ce qui fait qu'en fait t'as un espèce de bordel quotidien pendant 4-6 mois qui va dans tous les fronts, partout, qui t'impacte toi, donc ta vie perso. Moi avec ma chérie ça a été une vraie épreuve de vie qu'on a réussi largement à pallier ensemble, mais qui nous a impacté. Donc quand ça t'impacte dans le perso, ça te réimpacte dans le pro parce que moi je perdais patience sur tout, donc ça a été un moment mais hyper instable, hyper chaud, ouais. Et donc c'est pas à prendre à la légère, et puis c'est là où je trouve que notre juniorité entrepreneuriale avec Flo ça a illustré notre juniorité, c'est qu'en fait la due deal on l'a pris pareil avec peu d'intérêt en soi, tu vois, en se disant tranquille, c'est juste faire une data room, mettre des infos, c'est rien. Alors qu'en fait c'est quelque chose qui prend du temps, qui est dur, qui est émotionnellement éprouvant, encore plus quand t'as des bonhommes comme moi et Flo qui sont très émotionnels, qui sont très attachés à nos équipes. Donc comment tu reprends pied par rapport à tout ça? Avec le temps, avec de la com. Avec de la communication en interne, ça on l'a toujours hyper bien fait. On a mis en place un outil qui marche très bien qui s'appelle la Mystery Box. C'est une plateforme sur laquelle n'importe qui de chez Com peut dire de manière anonyme, faire des remontées. Donc ça veut pas dire que tu peux pas le dire avec ton manager, avec les fondateurs, te dire les choses en direct. Aussi, elle est publique, non? Alors on choisit aussi pour éviter parce que s'il y a des sujets qui sont remontés où on peut très bien identifier quelle est la personne, on préfère parfois faire attention. Mais en fait on s'est vraiment mis dans une logique cette année de reconstruire à fond sur les bonnes bases toute la culture de com, toute la communication transparente qu'on a eue et qu'on a créé depuis le début, et de réussir à créer vraiment cette différence entre les 4-6 mois qui ont été assez compliqués à vivre pour tout le monde et ce qu'on souhaite être demain. Donc je te parle de ça, c'était il y a 1 an. L'eau est passée, il y a plein de choses qui se sont passées. Ça fait vraiment 6 mois que Com est prêt à tout casser au niveau de la culture, au niveau des équipes, au niveau du business qu'on a en cours. Donc c'est cool, mais ça aurait été ça aurait été chaud. Bon, et là, un mot sur la suite. Achat et acquisition, c'est quand même pas anodin. Ouais. Nouveau métier aussi pour toi accessoirement. Ouais. Là aussi les erreurs vont pouvoir coûter cher. C'est quoi l'évolution que tu imagines pour Com maintenant que t'es à fond dedans et que tu as les moyens en plus d'une certaine ambition? Elle ressemble à quoi l'ambition? Écoute, ça va être de construire un groupe, donc plutôt d'être attaché à un groupe comme ce qu'on aurait pu faire l'année dernière, là ça va être de créer notre groupe. Donc on a une spin-off qu'on va lancer là à la mi-janvier qui va faire un peu de bruit, qui s'appelle Capsule. Tu vois, qui est assez cool. On a le rachat d'une entreprise. Ça veut dire quoi, une spin-off? Ça veut dire que c'est un nouveau positionnement, une nouvelle activité pour vous? Alors c'est une nouvelle verticale qui est complémentaire à ce qu'on fait aujourd'hui, sauf que plutôt que de lancer cette verticale in-house, on a identifié le bon CEO qui a déjà son industrie, son écosystème, qui va rejoindre le groupe, sur lequel Com prend la grande majorité, et on lui apporte toutes les bonnes billes pour pouvoir se développer. Mais tu verras que c'est cool parce qu'il y a un associé en plus qui est très visible en ce moment, qui fait partie de l'aventure, donc ça va être cool. Donc ça c'est plus la logique de spin-off, et on a une logique aussi donc d'M&A, de croissance externe. Donc là on est en train de faire tout ce travail qui est hyper intéressant et que j'apprends, d'auditer des boîtes pour acheter des structures. Alors c'est des petites structures parce qu'on a levé 1 million, on va faire de la dette avec les banques, mais ça nous laisse pas une capacité non plus énormissime de pouvoir. On peut pas racheter des boîtes, tu vois, qui font déjà 1 million d'EBIT. Donc voilà, donc on fait ce travail d'identification. Des jeunes pousses ou des boîtes installées dans Exactement. une verticale. Mais... Tu vois, on veut juste des boîtes rentables qui font au moins 15% d'EBITDA, qui font pas plus d'1 ou 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qui sont des complémentaires à l'activité de com actuelle. Et donc ça va être l'enjeu des prochaines années. C'est passionnant, je trouve, vraiment. Et on va apprendre, et effectivement on va
on ne va pas prendre ça avec légèreté comme on l'a pu le faire pour la due deal. On va vraiment se s'outiller, apprendre et se préparer pour être dans les bonnes conditions de cette nouvelle stratégie. Ça va te faciliter à te rendre moins visible pour Com, parce que finalement, t'auras d'autres chats à fouetter que d'être derrière la caméra, même si tu le resteras un peu, mais ça va t'amener dans des sphères hyper intéressantes. Ouais. Je passe aux questions rapides. Ok. Quelle est l'autre boîte que t'aurais aimé monter? Toi qui es entouré de boîtes qui cartonnent, celle qui te dit, putain, celle-là, je l'aurais bien faite. Merde. Quelle boîte j'aurais kiffé monter? Kudak, je pense. De Théo Lyon. Ouais, chez Théo. Ouais. Okay. De quoi est-ce que t'es le plus fier aujourd'hui? D'être bientôt futur papa. Désolé, c'est le côté un peu émotionnel, mais je rêve d'être père depuis toujours, donc là, bientôt, là, dans projet quelques semaines. Ouais, tu vas voir, tu vas prendre une sacrée claque. Oui. Je vais m'en faire le malin. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont finies, il y a pas mal de choses qui commencent, mais passionnant. Ton plus grand fail? Mon plus grand fail, ce qui a été le plus dur pour toi, peut-être. Cette phase de due deal. Ouais, largement. Comment on fait pour déconnecter des réseaux sociaux, toi qui es quand même très sensible, c'est presque c'est ton métier, c'est ta passion, c'est aussi ta perso. Comment on fait pour déconnecter quand tu dis je suis pas toujours arrivé à mon écran? T'as des techniques pour ça ou non, c'est impose. Ouais. Moi, j'ai fumé. Quand j'ai voulu arrêter de fumer, je me suis dit j'arrête de fumer, j'arrête de faire le con et that's it. Et tu passes de tout au tout. Après, c'est un peu ma logique et c'est l'histoire aussi de mon éducation. Mon père était grand sportif, donc c'est la logique de un peu l'excellence et pas de place au gnangnan. Enfin, t'y vas et donc du coup, juste quand tu sais que tu fais trop d'écran, tu stops, tu passes du temps avec ta chérie, avec ta femme et tu fais autre chose. Donc pas de technique dans le dur, mais de la volonté, la volonté. Et l'équilibre vie pro, vie perso. Alors tu l'as pas connu, j'imagine que quand ça tanguait l'année dernière. Ouais. T'as des petits conseils pour ça? Pour préserver ta vie perso quand le pro s'emballe comme il s'emballe chez toi? Ouais, alors un peu évident, désolé, mais ne plus se dire qu'une fois que t'as fait ta journée de boulot, t'essayes de faire au mieux dans ta vie perso, c'est plus tu poses les standards de ce que tu souhaites dans ta vie perso et tu vois comment ton pro s'intègre là-dedans. Donc c'est évident, mais c'est inverser la réflexion. Et moi perso, ça a tout changé. C'est je sais ce que je dois faire pour être avec ma femme, avec mes amis, avec mes trucs. C'est bien ça exactement. C'est ça la situation idéale. Et ensuite, je vois où est-ce que Com se plug dans tout ce bordel. Et au niveau de l'énergie, t'en as beaucoup, mais ça s'épuise à un moment donné. Comment tu te recharges les batteries? Toi, c'est quoi tes petits trucs sport et boxe? Je suis tombé amoureux de ce sport là il y a 7 mois. Je ne fais que 7 ça mois tout le temps. Je croyais que c'était plus vieux que ça. Non. Alors j'ai fait du karaté, machin, plein de trucs, mais la boxe anglaise depuis 7 mois. Je prépare un combat d'ailleurs le 15 décembre que je vais faire, mon premier combat ever. Et pour moi c'est le hack. Alors pareil, c'est un peu des généralités de faire du sport, etc. Mais pour moi c'est mon meilleur hack. Et les jeux vidéo. Très bon hack. Ok. Est-ce qu'il y a un truc essentiel que tu aurais fait différemment si tu l'avais réalisé plus tôt? Non, parce que toutes les conneries, toutes les erreurs qu'on a fait, franchement, ça construit la pierre d'après, ouais. Et j'ai jamais fait d'erreurs qui ont été fatales et qui font que ça a changé de manière trop significative le scénario que j'avais imaginé et que je souhaite. Donc honnêtement, non. Les conneries font partie de la construction des succès et ça donne d'ailleurs un peu plus de saveur. Donc trop grave. Exactement. Donc je dirais non, franchement. Il y a une personne que tu as croisée qui t'a particulièrement inspiré dans ta carrière? Quelqu'un qui pourrait être un mentor ou tu vois, quelqu'un qui... Beaucoup. Putain, ouais, beaucoup, mais mon père, ça a toujours été un peu mon idole et c'est ouf parce qu'il a pas du tout été entrepreneur, etc. Mais juste la manière dont il a éduqué et il a construit sa famille. Je dis mon père, ma mère, bien entendu, ils sont ensemble depuis toujours et voilà. Mais il a vraiment eu ce rôle que je veux instaurer à ma famille de leader, de pilier, et qui passe avant tout, c'est ta famille et tout le reste, c'est superflu en soi. Et je trouve ça m'a tellement appris, ça m'a tellement construit, ça m'a tellement rendu heureux que je veux absolument garder ça dans la direction de ma vie que je dirais mon père. Même si ça fait très mielleux, je dirais mon père à 100%. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une personne que tu me recommanderais d'avoir à ce micro qui pour toi a une expérience pro ou entrepreneuriale assez impressionnante? Théo Lyon, Kudak, à lui. Forcément, je le prends. Fais une petite intro. Je le prends. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné qui s'est avéré utile? Savoir se faire confiance, parce que quand t'es un peu moyen, je reviens pendant mes années d'études, mais quand t'es un peu moyen, qu'on te le dit, que les profs te le disent, etc. En fait, ça te formate un peu comme ça. Et quand Olivier m'a dit fais-toi confiance et arrête de laisser le jugement des autres te positionner. Moi, ça m'a en tout cas donné un vrai déclic. Donc, savoir se faire confiance et d'être résilient, je pense que c'est les 2 meilleurs conseils pour n'importe quel entrepreneur, je pense. Ok. Le son du moment que tu pourrais écouter en boucle? Le son du moment que je pourrais écouter en boucle. Wow.
Putain, je me suis remis tout l'album des Beatles à l'ancienne, parce qu'on a acheté un truc pour lire les Platine. 33 tours là, ouais, Ouais. une platine. Et ça, sinon, j'écoute pas mal de rap, mais je suis pas un expert en, tu vois, quand il y a de la musique, je kiffe, mais je pourrais pas te sortir le gros Titre en plus morceau. technique, machin. Ok. Ouais. Un conseil que tu devais donner à quelqu'un, que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait avoir ton parcours, ça serait lequel? Qu'il faut pas nécessairement être excellent pour tenter de se lancer, tu vois. Moi, encore une fois, j'étais pas forcément ultra médiocre, mais dès que t'as un petit peu de volonté, de résilience et que t'as compris que c'était avec le temps que t'arrivais à avoir les choses, je pense que voilà, savoir s'écouter, être résilient, c'est un peu toujours pareil, mais en vrai, Se faire confiance. ouais, se faire confiance. À part ça, honnêtement, c'est déjà pas mal, hein. Quand t'arrives à te faire confiance, c'est déjà déjà un bon point, je Bonne trouve. étape. Ouais. Bah, merci pour ce feedback. Merci à C'est toi. cool d'avoir cet échange. Merci Harold. Grave, merci à bientôt. toi. Salut.